Salut la troupe, c'est Mani et Jean-Luc. Salut à tous. Grand plaisir de t'accueillir de nouveau chez moi. Merci beaucoup Mani, merci pour ton accueil. Bon, la vidéo va faire un peu plus court parce qu'on a papoté dans l'atelier. On a pris notre temps, voilà, on a discuté, j'ai vu certaines voitures pas mal du tout d'ailleurs, mais bon. Ouais. Donc Jean-Luc, comme la dernière fois, nous a ramené des pièces de collection qu'il a fraîchement finies pour certaines. Il y en a une, vous allez peut-être la reconnaître quand on l'aura tout à l'heure en main. Donc vous, sur la caméra, vous voyez tout l'étalage. Et ensuite, on va se prendre tranquillement en main, une machine après l'autre, et en parler. Et bien sûr, je te filme de plus près. On va voir ça. Alors, par quoi tu veux commencer, Jean-Luc? Déjà, un petit rappel général. Hein, les 6 modèles qui sont là sur la table, c'est les restaurations que j'ai fait sur l'année 2024. Certaines ont commencé un peu avant 2024 et j'ai terminé donc là tout début janvier. Donc c'était l'occasion de les présenter à tous les membres de la chaîne. Sur ces modèles qui sont donc fidèles à ce que je souhaite restaurer, c'est des modèles des années 80 principalement, sauf la dernière qui est nettement plus récente, début des années 2000, mais j'avais pas encore la carrosserie à cette époque-là, donc j'ai profité de la ramener aussi. Ouais. Donc je vais te laisser commencer, on va nous expliquer tout ça. Alors, sur ces modèles-là, on a le MP777, c'est le modèle qui avait été tourné sur une vidéo du mois de septembre-octobre. Oui, c'est ça. Donc on l'avait vu sans la carrosserie, et là maintenant j'ai donc rajouté la carrosserie dessus. Alors c'est une carrosserie reproduction et elle a été faite donc pareil par un sous-traitant comme j'ai l'habitude de le faire sur les carreaux, quoi. Et là, comme sur les autres que j'ai faites, et c'est là aussi d'ailleurs, on a la reproduction fidèle de la boîte de l'époque. Okay. Voilà, donc c'est le dessin exact. Ils appellent ça le box art, je crois. Le box art, avec le joli pourpre, là, c'est sympa. Voilà, donc là on a le damier pour le drapeau d'arrivée, tout ce qui correspondait avec les autocollants sur la vitre, tout ça, c'est vraiment comme elle était consortie d'usine. Voilà. Même les pieds tout neuf, tout beau. Disons que sur l'étagère, ça va, oui, ça va pas trop, ça va. Donc le reste, on l'avait déjà vu, mais par contre, il y a 2-3 petites choses que je tiens à souligner, qui sont intéressantes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi une chaîne avec beaucoup d'adhérents, puisqu'il y avait un abonné qui m'a fait remonter certaines choses sur ce modèle-là, précisément, que j'ai modifié. Oui, exact, j'avais vu le voilà, commentaire. on avait échangé, merci beaucoup. Puisque j'ai remis maintenant les renforts comme ils étaient à l'origine, et notamment à l'arrière, le spécifique dédié à la MP777. Ah, il était spécifique. Voilà, qui n'y était pas, donc ça je l'ai rajouté, et j'avais modifié aussi autre chose, je ne l'ai plus maintenant en tête, mais je pense que lui, il s'en souviendra. Mais en tout cas, maintenant, il est plus proche de ce qu'il aurait dû être à l'origine. Voilà. Le reste, après, on retrouve le véhicule donc comme il était lors de la dernière vidéo. Tout propre, tout beau. Alors évidemment, puisqu'ils ne sont pas destinés à rouler, effectivement. Quoi si en tout cas, c'est qui est posé, ça sert à rien. On me l'a déjà dit en expo, on me l'a déjà dit. Mais après, quand je leur dis que j'ai aussi des modèles pour rouler, voilà, des modèles récents, électriques, puisque là, c'est que du thermique, et le thermique, aujourd'hui, il a beaucoup de mal à se faire accepter. Ça revient quand même, ça revient. Il y a un petit surélan de... Les Gaulois sont à l'œuvre, quoi. Tant mieux, parce qu'il y en a qui aiment bien le son du nitro, l'odeur du nitro, le bruit, la montée en puissance, en régime, ça peut être sympa. Bon, après, pour moi, le problème du nitro, c'est qu'ils sont restés sur les trucs de base qu'on avait à l'époque. Tu as un carburateur boisseau aiguille, tu as toujours le même principe, ils ont tenté quelques évolutions, mais pas vraiment super. Alors qu'on pourrait faire techniquement des choses beaucoup plus poussées, mais il faudrait aussi, bien sûr, le problème c'est que le modéliste derrière, il faudra aussi qu'il soit plus poussé en technique. Parce que si je te commande à mettre une injection séquentielle et un allumage variable, ça va commencer à être chaud pour certaines personnes à gérer le truc. D'un autre côté, après, une fois qu'il tourne, tu touches plus. Sinon, il faut maîtriser un peu, c'est clair. Oui, c'est ça. Ça vient, après, ça reste des petites cylindrées. Ce qu'on a plus en nitro par rapport à l'électro, c'est qu'en électro, on a des modèles compétition qui sont faits sur une norme compétition. Le 4S, le moteur station ouvert, etc., etc. Mais on a énormément de véhicules de loisirs. Alors qu'en nitro, tout est axé sur uniquement ce que tu trouves en compétition. Cylindrée 3,5, 4,5. Oui.
est fini. Ouais, c'est vrai. En loisir, ils font rien. Seine avait fait à l'époque le 7-7. HPI avait tenté un 8,5 là, en 2 temps. Aussi, oui. Et fini, ça. L'Osi LST avait fait un 2 temps aussi sur le LST. Le Losi est fini. Ensuite, ils restent sur leur truc. Quoi. Il n'y a qu'une seule catégorie. En fait. Même les Monsters, ils ont des 3,5, des 4,5 à bord, alors que ça ne suffit pas dans des engins de 6. On pourrait mettre autre chose, oui. Après, il y a toujours des questions de prix, de concentration des gammes. Alors qu'à l'époque, on trouvait beaucoup de véhicules thermiques, même en Monster Truck, puisque tu avais le Sen GSTE, tu avais l'Avio Racing Jumpy, tu avais le Thunder Tiger, tu avais plusieurs engins, et tous ces engins ont disparu en thermique, en fait. Il n'y a vraiment plus de buggy truggy. Parce qu'il y a certains shortcurs encore qui traînent, mais même en shortcurs, c'est pareil. Les fabricants, souvent, ils s'entendent aussi, ils se voient l'un l'autre, ils se jaugent l'un par rapport à l'autre, et puis finalement, on a une uniformité un peu partout. Hein. Après, tu as aussi le problème justement de la compétition, c'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de buggy qui ont en compète, il n'y a même pas tous les circuits qui ont accepté le truggy. Donc truggy, c'est déjà moins répandu que buggy. Shortcurs thermique, alors là, c'est le désert. Alors que les shortcurs thermiques, ça existe, il y a au Bao, le 10e était en essence, le 8e il a fait en essence. Enfin en nitro, et voilà. Mais après, il y a d'autres marques qui n'ont pas fait en nitro, en fait. Certains essaient de relancer le flambeau, mais après, ça dépend aussi de la demande de la clientèle. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils refassent des cages. Ah, les cages, c'est quelque chose. Ça, on veut revoir, les mecs. C'est vraiment ça, ça fait un peu engin du désert. C'est Paris-Dakar. Oui, c'est ça. Ou même ça, tu vois, ils peuvent reprendre un peu des véhicules modernes du Paris-Dakar. Parce qu'ils font des buggy électriques pour ils pourraient, sous licence par exemple. Même pas licence, ils font une carrosserie qui ressemble. Ils transforment Repsol en Repsol, et puis comme ils aiment bien faire. Tu te souviens du Toyato? Par exemple. Pour pas que ce soit le Tamiya Toyota, ils ont fait le Toyato avec. C'était pas mal. Voilà, c'est une idée, comme une autre. Voilà, allez, je vais te laisser attaquer sur les modèles. Laquelle tu as envie de commencer? Alors, on a ensuite, aujourd'hui, mis à l'honneur l'Italie et la France. Ouais. On a 3 modèles typiquement italiens et 2 modèles français. Donc, je vais commencer par celui du milieu. Pourquoi pas? Tiens, voilà. Le vert, couleur de l'espoir, et pareil. Ouais. Alors ici. On va poser le bleu par là-bas, comme ça on a de la place. Oui, Hop. Voilà. Alors plus droit, sinon ils ne vont pas voir par le côté là-bas. Voilà. Ouais, nous on s'est mis bien sur le chien. On est tranquille, ça va. Ouais, tu zoomeras, t'es en 4K. Hein, tu fais tac sur l'écran et hop, tu zoomes. Alors ce modèle, c'est la marque Garbo italienne qui a commercialisé donc le Guépard sous différentes versions. Il y a eu le Guépard 1, le Guépard 2, le Guépard 3, le Guépard Master. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de Guépard, Léopard, Panthère. Ce modèle a été très connu parce qu'il a été distribué par l'importateur Grosvenor, qui est très connu. Donc il a malheureusement coulé. Et là, j'ai choisi donc le Guépard 3. Pourquoi? Parce que c'est le dernier modèle qui avait encore la cage, qui est beaucoup plus sympa que la version Master qui lui avait une carrosserie. Entre Guépard 3 et Master, il y a quelques différences comme les diffs qui sont passés, corps de diff en plastique, ce genre de choses, et des amortisseurs supplémentaires à l'arrière. Sinon, en gros, c'est le même véhicule. Voilà. Alors celui-là, c'est donc une restauration complète, comme tous les véhicules que je possède, qui part d'une épave. Donc, justement, on mettra, vous laissez quelques photos, on glissera quelques photos dans la vidéo pour vous puissiez voir l'état. Il y en a, c'est pas triste. Hein. Je suis tombé sur des cas particuliers, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors là, il y a je l'avais signalé la dernière fois, il y a à peu près entre 6, 8 ou 1 an de travail. Alors c'est pas en continu bien sûr, mais c'est le temps de récupérer toutes les bonnes pièces. Après tu assembles, tu vois ce qu'il te faut encore, ce qui va pas. Donc je me procure plusieurs châssis, si j'ai pas assez de pièces, tout est démonté, nettoyé, ensuite c'est trié. Et ensuite, je fais des tas différents, on va dire. Donc, ce qui est restaurable, ce qui est vraiment à jeter non restaurable, ce qui doit être reconstruit ou ce qui peut être recréé en 3D. Et ensuite, je travaille en parallèle avec les sous-traitants pour la partie 3D, la partie restauration de l'alu, de l'inox, litige métal. Et puis tout ce qui est restaurable, là je le fais chez moi. Donc là, ça va être nettoyage, brossage, ponçage, etc. Donc la cage, elle a été poncée, repeinte et redressée parce qu'elle était tordue aussi. Petit truc aussi très simple, vous allez voir sur les photos l'état des machines qui ont traîné clairement dans la terre et l'humidité. Et on voit la qualité du matériau de l'époque, c'est-à-dire que
Il y a quelques vis qui ont un tout petit peu de rouille superficielle. Les axes de suspension n'ont pas rouillé, les triangles n'ont pas rouillé, même les tiges de commande du carbu, tout ça, ça n'a pas rouillé. C'est vrai, hein, on l'a vu sur les photos. De nos jours, tu prends une tige tige filetée comme ça, tu la laisses 24 heures dehors et rouillée. Ce serait mort. C'est un truc dingue. Mais effectivement, tu as mis le doigt là-dessus. Effectivement, c'est assez impressionnant. Vous allez voir aussi la technique qui est embarquée dans cet engin. Donc là, on est sur du thermique 3,5. Ouais. Le châssis, comme souvent à l'origine, donc il est plat, hein, avec il n'était pas fraisé, non fraisé, hein, voilà. Mais on était sur une épaisseur assez correcte, ça fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, il n'était pas tordu. Hein. Ouais. Bah, la cage, elle est fixée en plein dessus, vissée. Là, elle est juste posée sur du plastique. Oui. Alors derrière, donc elle ne sert pas à la rigidité. Non. Là, c'est marrant parce qu'elle est fixée par des clips. Donc elle est prévue pour être démontable. Ouais. On peut l'enlever facilement, effectivement. Il y a juste 2 vis à l'avant et encore, c'est juste placé. Je pense que là, si on enlève les clips, on bascule. Donc tu peux travailler sur l'engin, la barre opposée devant, tranquille. Très facilement. On a une double triangulation. Donc bras supérieur et inférieur. On a des vis de butée de suspension qui sont au-dessus. Et on a un train, regarde, qui est complètement sur rotule. Hein, même au niveau du porte-fusée, on a une rotule au-dessus, une rotule en bas. Et à l'arrière, on a 3 rotules. On en a une en bas, là, et on en a 2 en haut. Ce qui fait que tu peux, selon que tu desserres ou pas, sur la hauteur, régler certaines choses. Alors, tu ne peux pas régler le carrossage ou autre, comme c'est le cas quand tu as des rotules de face. Là, on a des rotules de dessus. Mais regarde, chaque petite rotule a sa petite vis pour diminuer le jeu. Hein, ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais. Et là, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout une fois que tout est restauré, le remontage il est très, très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte comment ça fonctionne et quelles techniques ont été employées. Si je serre un peu trop les vis, ben, ça ne bouge plus. Donc là, mais voilà. Et aussi, autre chose, c'est que tu découvres des choses que tu vois sur des véhicules récents. Et par exemple, ici, on a des cellules qui sont prises, qui sont capturées dans des bulkheads. Quelque chose qui a été repris sur beaucoup de 1/5, Traxxas sur le Emax, le Revo. On appelle ça en fait un différentiel flottant. Ça lui permet de bouger dans son truc pour avoir moins de stress sur la transmission. On a regarde des pièces de l'époque. On a l'embase, la Morto, c'est une pièce en laiton. On a un purgeur. On est quand même à un niveau assez. Ils avaient réfléchi, ils sont dit si on ferme là, on ne peut plus sortir l'air. Donc, tu as un purgeur avec un petit canal, un petit joint pour laisser sortir l'air. Toutes ces choses, ils les ont virées, simplifiées pour que ce soit moins cher. Après, certaines marques te les sortent en disant on a fait un truc luxueux. Super, on a découvert quelque chose. En fait, non. On a mis un purgeur, mais c'est pour que tu laisses de l'air dedans, ça s'appelle l'émulsion. Donc je rappelle 1984, ce modèle. Donc aussi, on a regarde, le diff déjà complètement à l'arrière, ce qui est en train de revenir sur le véhicule. Je l'ai vu, sur certains modèles, je l'ai vu. On a le diff complètement derrière, pourtant le moteur il est pas plus en avant que ça non plus. Il est plutôt centré. Hein. Voilà. Réservoir là-bas, grosse boîte réception. La boîte justement fermée. Avec le cerveau donc, de gaz et de direction. Alors double cerveau de direction. Double cerveau de direction. Oui, à l'époque, oui, ils avaient des cerveaux qui étaient un peu trop faibles. Assez faibles. Assez faibles, des pignons plastiques. Hein. Et la direction, elle est montée. Ah oui, tu as 2 renvois et un sauf-cerveau là-bas. C'est ça. Sur les véhicules modernes. Et ça date de 1984. Hein, tu vois, ils n'ont rien inventé. Hein. C'est fou. Moi, ce que j'aime bien, c'est la dimension des roues par rapport au buggy. Alors, c'était le modèle Guépard Garbo, c'est le premier qui avait des jantes extra larges et les cellules de diff complètement fermées. Et les jantes, c'est des bedlock. En fait, quand tu desserres, elles se séparent en 3 parties. C'est ça. Tu as l'anneau extérieur, le voile et l'anneau interne. Absolument. C'est dingue. Ça, c'est chouette. C'est vrai qu'à l'époque aussi, on n'avait pas de puissance démesurée. Donc on a le réservoir à remplissage rapide, comme on a sur les véhicules buggy, classiques. On a aussi les renforts de châssis. Ah oui, ils ont fait du coup une à gauche, une à droite. Parce Après, bon, ça reste classique sur son moteur 3,5, le filtre à carburant, le carburant au sachet avant-arrière, déjà, les noix déjà en acier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Quand tu as des choses comme ça, par exemple, si tu te manques des pièces de transmission, tu as quelqu'un qui peut te faire des cardans à la mesure ou... À Mulhouse, il y a quelqu'un qui peut faire des choses comme ça. Oui, il a déjà fait des pièces en carbone et des pièces en alu. Donc, je n'ai pas encore fait spécifiquement les cardans, mais il m'a dit que ce serait possible. Il n'est pas spécialisé en RC, c'est un truc... Non, c'est un artisan qui a sa boîte et qui fait ça à côté. Oui, qui peut faire ça à côté. Ça, c'est super. Tu me donnes un autre. On ira le voir quand on fait des rallonges de châssis, on fait des cardans.
Ou pour tous les modèles où les constructeurs font des carrements trop longs, tu vois, comme Coralie et ZD Racing. Donc autre chose à souligner aussi, c'est le système de renvoi là pour la tringlerie. Oui. Donc on a, effectivement, voilà, donc on accélère, mais avec un renvoi qui se fait ici. Le cerveau, il est pas comme il est orienté dans la longueur du véhicule, ils ont préféré faire ça comme ça. Après, ils auraient pu faire. C'est vrai qu'ils ont fait ça plus tard sur les véhicules. Eux, ils voulaient, tu as vu, laisser toutes les tringles droites. En fait. Parce que là, s'ils avaient pris un bras de l'autre sens et une corde à piano arquée, ça aurait suffi aussi, mais ça permet de tirer droit sur le boisseau. Alors, oui, là, évidemment, il coulisse parfaitement, il ne va pas s'user. Voilà, exactement. C'est plus fluide. C'est fluide. Et donc, pour le frein, c'est un disque qui est directement monté sur le diff. Ouais. Mais du coup, tu freines qu'un côté du diff. Alors, c'est une plaquette qui fait toute la largeur, là. Oui. Donc, on la serre, là. Oui, ça déjà, mais du coup, tu n'as pas de frein spécifique sur Non, du tout. Et tu vas freiner que l'arrière, en fait. Parce que l'avant, on peut continuer à tourner. Ah, bah là, on freine que. Si on bloque l'arrière, sous l'effet du diff, on peut tourner encore l'arrière. Ouais, effectivement, oui, tu as raison. Mais bon, après, tu as lâché les gaz, donc ça va. Ça va plus gêner beaucoup, effectivement. Ouais. Mais du coup, par contre, tu peux freiner et accélérer et tu vas partir en traction. Alors ça, attention, le comportement après peut être... là, il faut se méfier aussi. Voilà. Ils n'ont rien inventé, nos gens. Vous pouvez déjà drifter avec ce truc-là. Regarde. Exactement. Hein. Voilà. Et c'est le seul modèle aussi où j'ai vu la tringlerie qui est plutôt horizontale, comme ça je ne l'avais pas vu au niveau de la sortie du sauve-cerveau. Ouais. Mais ça permet de ne pas avoir de soucis de variation d'angle, en fait. Alors là, aucune, effectivement, parce que là, ça peut bouger. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce Garbo Guépard. Ok, on va passer à la petite bleue. Alors voici un modèle que j'apprécie particulièrement. C'est le SG Léopard, donc la firme SG qui est italienne aussi. Oui, rien à voir avec FG Léopard. Voilà. Donc le Léopard, même année 1984, donc pareil, un modèle qui a été entièrement... Pourquoi t'as mis 89 dessus alors Désolé, mais j'avais plus de 4. J'avais plus de 4. Par contre, j'aurais pu mettre à l'inverse 68. Oui, et en plus, ouais, c'est quand tu es sur le toit, ça. C'est ça, ouais. Alors ce modèle, il est très particulier dans sa conception. Alors il est sorti la même année que le Guépard pour le concurrencer, mais là on a vraiment une plaque châssis énorme qui remonte devant et derrière. Ouais. Donc là c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Elle est plus épaisse, pareil, donc en dessous c'est plat et on a les... donc il n'est pas fraisé. Mais tout est plus petit aussi, plus fin que l'autre. Il inspire un peu plus confiance sur la mécanique. Peut-être. Les amortos montés à l'envers, pareil. Alors les amortos, effectivement. Alors sur celui-là. J'ai vu que certains le montent aussi dans l'autre sens. Oui. Moi, j'ai constaté que si on le monte dans l'autre sens, ça a tendance, le plastique, on voit cogne dans la partie métallique. Oui, et comme dit, t'as moins de soucis de fuite. Ouais. Ça de toute façon. Ouais. Et du coup, tu as encore en haut un amorto aussi. Il y a un amorto, effectivement, légèrement, j'ai vu. Oui, c'est sûr, ils sont statiques, forcément ça fuit. Mais si on a des purgeurs, regarde. Et ils sont présents. On a des purgeurs. C'est parce qu'on ne les voit pas, mais ils sont là. Il y a bien un purgeur sur chaque capuchon d'un manteau. La cage, elle est beaucoup plus épaisse. Elle fait près de 350 grammes. Je l'ai pesée. Donc on a le même diamètre, mais par contre celle-là, elle doit être creuse alors que là tu es en plein. Ou... Alors là, je pense qu'elle est pleine parce qu'elle est vraiment très lourde. Elle est vraiment très lourde. Du coup, c'est pour ça aussi l'amorto en plus. Et là, elle est donc vissée directement sur le châssis devant et derrière. Donc là, elle fait vraiment une solidité totale. De la rigidité plus grande. On a aussi cette au détriment de l'accès. Là, on peut l'enlever, c'est compliqué. Ouais. Et là, on a donc cette originalité de toutes ces plaques en alu qui couvrent le diff avec un plexiglas pour le visualiser. Le diff qui a un corps en zinguet ou en laiton, je crois. Là, il est en laiton, effectivement. Ah, c'est comme déjà. La couronne, c'est de l'acier frité déjà, quand même. Encore. Si, non, c'est l'usiné. Ouais, t'as les traces d'usinage sur le. J'ai l'impression que c'est usiné. Ouais, t'as les rayures sur le côté. Ça, on voit le tour qui a dessus. Alors que là, on ne voit pas dedans. Et celle-là, elle est en métal aussi. Non, c'est en plastique. Là, c'est du plastique. La seconde centrale aussi, là. Donc là, pareil, on est en métal sur le diff. Toutes 3 différentiels là-dessus, comme sur l'autre. Et donc les différentiels à l'intérieur, c'est des rouleaux ou c'est des planétaires satellites conventionnels? C'est des planétaires. Ouais, on est en planétaire.
Ouais. Ouais, parce qu'il est vachement moins fin quand même. Non, on n'est pas en rouleau là-dessus. Ouais. Donc la plaque en Y aussi, elle est assez particulière. Je ne l'ai jamais vue sur un autre modèle. Ouais. Donc là, on a vraiment une conception qui est très très différente du Guépard. Pareil, les supports d'amortisseurs, tout est très différent. Ici, on a aussi, j'ai pas trop vu l'intérêt de ça en fait. Là, je me demandais à quoi ça servait. Cette tringlerie ici. Ah oui, surtout qu'elle tourne avec la direction. Ouais, c'est peut-être pour diminuer le stress sur la direction, sur les chocs en fait. Je sais pas. On l'a bien sur la notice, donc, mais la fonction exacte, je ne sais pas trop. Si quelqu'un peut nous aiguiller là-dessus. C'est vrai que c'est marrant. On a deux cerveaux de direction également, qui sont montés donc à l'envers et qui entraînent directement. Donc, pas de vis de butée ici sur les suspensions par contre. Oui, ouais. Donc celui-là il est un peu plus évolué quand même techniquement. Si tu regardes. Là c'est plutôt un char d'assaut un peu brut de fonderie. Ouais, c'est ça. La direction aussi beaucoup plus basique, tu vois. Oui, les petites régleries. Complètement. Sauf cerveau aussi déjà, mais tout rikiki aussi. Ça c'est un petit bouchon pour accéder donc pour un graissage rapide. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est d'origine en transparent comme ça Oui, il est comme sur la boîte. Hein. Okay. Ouais. Il est exactement comme ça. Donc on a le plexiglas avec la nuque, avec la fenêtre de visualisation. Moteur 3,5 aussi. Donc le moteur et l'échappement n'est pas livré avec. On peut en mettre en sortie arrière ou sortie latérale. Le pot aussi sur la boîte, par exemple, le pot il sort derrière. Moi j'ai préféré le mettre sur le côté parce que ça permet de libérer tout ça. Oui. Et le filtre, appliquer ça sur une mobilette. Il y a un jeune dans le quartier qui a plus de filtre. Alors ça, normalement c'est prévu pour des motos, effectivement. Ouais. Mais la couleur et le dessin allaient bien. Oui, ça allait bien avec, c'est sûr. Ouais. Et puis après, niveau qualité, ça y est quoi. Donc ça fait le travail sans problème. Oui, sur l'étagère, sans problème. Ouais. Donc là, les jantes ont été refaites en 3D. Oui. Les jantes disponibles. Alors c'est exactement le modèle, le dessin d'origine. Ouais. Mais celle que j'ai trouvée n'était pas... Il y a pas les images sur matos, hein. Ouais. Remplissage à donf. Donc elle serait même fonctionnelle, celle-là. Je pense qu'elle casserait pas, elle est assez costaud. Oui. Mais il n'y en avait aucune qui était suffisamment belle dans ce cadre. Moteur, c'est quoi le Max RG? Donc là c'est un OS Max. OS Max, c'est un OS Max. Ouais. Et celui-là, on avait quoi là-dedans, il y a un Mantua. Mantua, déjà. Mantua. Ah, ils ont tout fait eux-mêmes. Mantua, ils ont... C'est... Oui, ok. On va dire après. Ouais, ça va arriver. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce modèle. C'est vrai que dans sa conception, il est un peu plus simple, mais beaucoup plus original. La tringlerie aussi, elle est beaucoup plus basique. Et puis, on voit aussi qu'on n'a pas de boîtier complet. On est vraiment tout est libre là. Et là, par exemple, pour la batterie, c'était juste comme ça. Ouais, donc tu prenais un choc, tu avais le pile qui sortait, plus de réception. Et il s'en va. Il s'en va, bye bye. Parce qu'il n'y avait pas de Felicia à l'époque. On voit aussi pour le remplissage du réservoir, c'était un peu plus compliqué que là-bas. Et le frein, il est devant le diff. Le frein, il est à l'avant, exactement. Frein en époxy. Pareil sur le diff. Bon, encore ça, ce genre de choses, du coup, c'est relativement facile à refaire soi-même, si tu trouves une plaque. Je pense, oui, bon, celui-là, il allait bien, il a bien été nettoyé, donc ça va, ça le faisait, mais sinon on peut le refaire. Le moteur, il est neuf. Il y a un moteur neuf, je peux proposer. Là-dessus. Ouais. Ah, ok. Ouais. On va bien t'entendre avec Yannick Persigout. Ah, c'est possible. Lui, il fait des révisions d'étagères. Quand il passe d'une étagère à l'autre, il fait une révision sur l'engin pour être sûr que. Ah oui, non, mais on ne sait jamais. Moi, avant de venir, j'ai passé un petit coup de chiffon dessus. Oui, non, mais oui, normal. Petite vidange rapide. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu la patience en fait pour la collection. J'ai jamais été collectionneur et matérialiste. Moi, j'ai commencé très tard. Moi, je suis dans le modélisme depuis très très longtemps, mais la collection, j'ai commencé en 2020. Quand tu étais petit, tu gardais aussi déjà tes affaires, je pense. Ouais, mais après, ça s'égare. Oui, ça s'égare. Moi, je gardais rien. J'avais un truc, quand j'avais fini de jouer avec, next. Bon, ça, c'était radical. Ouais. Moi, ça, j'ai commencé avec le USA1 que j'avais vendu. Puis après, je me disais, ouais, c'est dommage, j'aurais dû le garder. Oui, alors j'en ai récupéré un pour le restaurer, et puis finalement, j'ai commencé avec d'autres. Et ainsi de suite, moi aussi, je pense que je vais racheter un USA One V2 électrique. Là. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, j'avais que le troisième, quoi. C'est quand on aime. Mais l'autre, il n'a pas bougé, alors je me suis dit, je le vends, et puis voilà, maintenant que j'ai les MT1-8 en bas. Oui, complètement, ouais. Mais j'y mettrais peut-être les ponts aluminium GTRC dessus. C'est plus solide. Parce que moi, je roule. Je sais.
L'autre, là, il roule les mal en plus. Bien. Donc on a vu le Guépard et le SG Léopard. Ouais. On va passer, donc on reste en Italie, ça tombe bien. Et on va parler du Mantua de Ville. Ça, c'est un modèle que j'apprécie particulièrement. Là, j'ai eu énormément de travail sur ce modèle parce qu'il est moins connu, il y en a moins sur le marché. Donc, il y a eu un gros travail de recherche au départ. Donc là, j'ai 5 châssis pour en faire un, y compris un grand nombre de pièces qui ont dû être reconstruites, parce que là, c'était vraiment très très compliqué. Donc le Mantua de Ville de la société Mantua est modèle de ville dans la gamme. Ils ont plusieurs véhicules dans la gamme, mais le plus caractéristique c'est quand même celui-là parce qu'il a un visuel assez particulier. Aussi, du coup. Ouais. Alors là-dessus on a un moteur Mantua directement 3.5. Vraiment le look d'un buggy. Du sable, un truc maison là. Alors là on a une cage qui est assez... de quand? Je t'ai coupé. Celui-là 84 aussi, pareil, concurrent aux deux. Mais c'est assez marrant parce que tu vois les évolutions techniques entre les trois modèles. Je veux dire, celui-là il est surclasse. Techniquement. Il est plus abouti, clairement mécaniquement, c'est clair. Que ces engins-là, c'est fou. Ben, il était innovant, j'ai vu les tests, ils l'ont indiqué dans les tests, effectivement, que c'était la première fois qu'ils voyaient ce genre de particularité. Parce que là, tu vois, regarde, on est carrément reparti sur des cardans où les croisillons sont vissés sur les axes, alors que là, on est en os à chien, mais en tout petit. Limite, tu vois, tu te demandes si c'est pas du indice, et là-bas, l'autre, il est déjà dans des dimensions de cardan et de transmission qu'on a à l'heure actuelle. Complètement, complètement. Ça n'a rien à voir avec les dimensions. Suspension double triangulation aussi, sur sphère aussi. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, que côté roue, par contre, là on a des axes. Celui-là aussi a des axes ici. Celui-là, il a des sphères partout là-bas. Donc les petits. Nous, on a une petite coupure de température. Ça peut arriver, mais on a discuté un peu. Voilà. Donc, on en était sur ce Mantua. On était sur le Mantua de Ville de 1984, concurrent des deux autres. Donc, je le disais, modèle qui a nécessité beaucoup de travail puisqu'il y a eu 5 châssis pour en regrouper un seul qui fonctionne. Donc là, vraiment, c'est le plus gros chantier que tu as eu C'est un des plus gros chantiers, celui-là. L'un des plus gros. L'un des plus gros. Et au niveau du montage aussi, ça a été assez complexe parce que je ne connaissais pas du tout la technologie. J'ai tâtonné sur chaque vis. Et j'ai des groupes sur Facebook qui m'ont aidé pour le... Et comme c'est pas répandu du tout, en plus aussi pareil. Alors, beaucoup de choses particulières à souligner là-dessus. Au niveau 3D, les jantes sont en 3D, c'est en production. Toute la cage là est en 3D. Pneumatique, c'est encore d'origine? C'est des pneus d'origine, pneus d'origine. C'est quand même beau les pneus de tracteur. Bah oui, complètement. On y est là, on y est. L'aileron est en 3D également. Les supports du réservoir sont également refaits en 3D. Ouais, ça c'est l'avantage. C'est vraiment cool. Donc tu imprimes toi-même? J'ai un sous-traitant qui le fait. C'est un sous-traitant qui fait ça. Tout le reste, les pièces donc, sont d'origine récupérées sur différents châssis. Autre chose particulière, c'est assez fragile au niveau de sa cage. Là, on a c'est chose très léger. C'est juste de la grosse corde à piano. C'est ça. Après, c'était pas le genre d'engin que tu baignais non plus. Normalement pas. T'en voyais pas sur des seaux à l'époque. Il n'y avait pas de bâche à l'époque. Particularité très intéressante, le sauve-cerveau, il est dans le pare-choc devant. Ah, ils ont mis la direction par devant et il y a un renvoi qui revient jusque tout devant. Et le châssis, il y a une longue tringle. Il vient jusqu'à devant. Différentiel complètement ouvert aussi. Complètement ouvert. C'était des tout-terrain pour rouler dans l'air propre. Tout-terrain de moquette. Même les roulements sont ouverts. Là, tout est ouvert. Tout est ouvert. On voit directement les billes roulements, effectivement. À l'arrière, par contre, en option, je précise, on a un capot plastique, mais uniquement pour l'arrière. Ok. C'est rigolo. Et chose amusante, on retrouve le troisième amortisseur du FG. Par contre, celui-là, c'est un seul, alors que là, c'est les deux côtés. On a un amorto là, un amorto là. Oui. En fait. Il y a un double piston. Comme ça, quelle que soit la roue qui rentre, tu as un des pistons qui bosse. Tout à fait. Alors que là, vraiment, effectivement, là, qu'un seul. C'est un seul effet. Autrement, on a donc aussi la structure en double châssis. Donc, châssis en bas. Par contre, ils ont mis un petit sabot en plus là pour protéger la couronne. Oui, donc en dessous, pareil, on est sur deux châssis plats non fraisés. Et là, on a cette grosse protection ici. Barre stable devant aussi. Tu as vu, elle est capsulée dans le triangle là. Là, il n'y en a pas. Mais il y a l'option, je crois. Il y a l'option, il y a les vis, mais j'en ai pas trouvé encore. Donc moteur 3,5 Mantua. On a le
le frein qui est, lui, directement sur la couronne. Alors là, il est collé, mais carrément sur la couronne. On n'a pas de disque de frein. Il n'y a pas de disque. C'est la couronne qu'on freine. C'est un patin qui... En fait, tu pousses sur un patin, quoi. Voilà. Ah, c'est carrément tout l'axe. C'est un gros... Ah oui, ok. C'est un axe avec une languette. Ouais. Et la languette va presser sur tout le disque. Donc, on a une énorme surface, en fait. Hein. Ah bah toute la couronne. Ouais. Et c'est un diff, là-dedans? Non, au milieu, il n'y a pas de diff. Il y a une barre rigide qui traverse. Juste, okay. Et on a un diff avant-arrière. Okay. En option, il y a un diff central, mais je ne l'ai pas mis parce que c'était trop compliqué à mettre. J'ai un peu de mal à le mettre en place. Donc, gros réservoir de carburant, effectivement. Ah non, il ne descend pas jusqu'en bas. Il ne va pas jusqu'en bas, non. Il est là. Donc, ils étaient déjà à l'époque sur des contenus fixes à 250 ml, je crois. Hein. Ça doit être à peu près pareil. Ils sont tous à peu près ça. Hein. Ouais. On notera aussi qu'il y a, comme sur le SG, il n'y a pas de boîtier radio, hein, donc on a le récepteur qui est libre là, et juste en dessous on a le boîtier pile. Et les fans de thermique, j'ai une question en nitro, pourquoi est-ce que c'est bloqué à 250 ml en fait? Pour des raisons de sécurité de normes encore parce que il y a un règlement circuit, ils se sont dit on fait pour tout le monde pareil, loisir et circuit. Oui, mais ils pourraient faire un demi-litre du coup. Hein? Comme ça les nitros ils rouleraient aussi. Peut-être, oui. Ouais. C'est assez... Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc pour une raison d'équilibre aussi entre le poids du moteur, du réseau, du réservoir. Ah, peut-être aussi pour le central. Non, parce que le réservoir ferait le poids du... plus léger que le moteur, 250 grammes, le moteur il fait presque 500, tant qu'on l'échappement, donc tu es quand même beaucoup plus loin de gauche. Mais la question est intéressante, si quelqu'un peut répondre dans les commentaires sur là-dessus. Oui, ça se trouve. C'est pour des raisons de sécurité, pour pas faire un incendie trop gros ou... Aucune idée, franchement. Parce qu'en batterie, on n'est pas limité, quoi. Donc toujours pot d'échappement, filtre à air, filtre à carburant, ça c'est du grand classique. Autrement, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce modèle? On a aussi, je trouve, la fragilité du support de l'aileron arrière. Hein. On est sur un modèle qui est quand même assez fragile dans son ensemble. Oui, parce qu'après, je dirais encore la tige, elle flex pas mal, mais je pensais plutôt ça peut se déchausser ou pètent, casser. Ouais. Donc, c'est pas une cage comme les deux autres. Oui, c'est ça, c'est vraiment juste un petit avantage de poids, mais ça s'arrête là. Donc j'en avais récupéré une comme ça qui était très dégradée, mais ça m'a permis d'avoir les côtes pour refaire la même en 3D, donc elle est identique. Hein. Ouais. Et puis on a des rixans partout qui la font tenir sur la cage, sur les deux tubes. Valeur sûre. Donc voilà pour ce modèle, le Mantua de ville. Ouais. Mais j'aime bien par son design. Oui, c'est ça. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les 3 mêmes années modèles et tu as vraiment des... Alors tous les 3, 84, effectivement. Grosse différence. C'était une grande année du Buggy 4x4. Ouais. C'est fou. Là, tu es vraiment sur l'ancienne génération de fabrication, et puis là, ils ont passé la vitesse au-dessus. Exactement. Ouais. Puisque du coup, c'était déjà en concurrence avec les kiosques que tu nous avais amenés la dernière fois. Le Burn s'est sorti en 88, donc quand même plus tard, déjà. 4 ans après cela. Ok. Ans après. Donc en fait, c'est les Japonais qui ont copié les Italiens. On va dire ça, je pense. Puisque là, on est plutôt sur la génération et design d'un Land Jump de Kyosho, peut-être, sans la partie chaîne, mais on est sur cette génération. Oui, c'est vrai, Land Jump était encore sur la chaîne, donc ils étaient effectivement plus évolués. Absolument. Déjà aussi au niveau de l'injection plastique, par rapport aux autres. Hein. Pas mal ça. Donc ça serait sympa. Donc 84, ça a vraiment été l'année, je dirais, de l'explosion du Buggy 4x4 avec des solutions contemporaines, comme le Guépard. Donc ceux d'entre vous qui ont des réponses à ces questions, qui était le premier Oui, la cage ou la roue? La roue, elle est ancienne. La roue, ça fait un moment. Ouais, c'est sûr. Mais peut-être qu'ils faisaient déjà des cages avant de fabriquer des roues, ils ne savaient pas comment les déplacer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de souvenir là-dessus. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on va passer au petit français. On va passer au français, effectivement. On va passer au petit français. Donc on va faire un petit peu de ménage sur la table. On va pousser le japonais au bout. Voilà. Expulsé par les Européens. Pour que tout le monde puisse voir, je ne sais pas comment on va le mettre. Oui, je vais prendre le petit français. Lequel tu veux présenter d'abord, un petit français? Le petit le bleu-blanc-rouge. Le bleu-blanc-rouge, allez-y. Cocorico. Alors attention, tiens, je te laisse tenir la caméra, parce que tu vas filmer ce que tu as envie, sauf mon popotin. Si tu me l'avais dit plus tôt, mais c'est trop tard. On est prêt pour les vacances au Cap d'Agde. Voilà. On est suréquipé. Alors là, ça,
les gars, on vous l'a montré dans la dernière vidéo, dans un état... On s'est dit, on ne va pas survivre. Dans son jus. Et tu as réussi à le refaire entièrement. Donc là, il est comme neuf. On est sur le MRC Rabbit, donc MRC marque française, de 1984 également. Après, il y a eu différentes évolutions. Il y a eu le Rabbit GTI. Et ce qui était intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'ils ont commercialisé une version de base que l'on pouvait très facilement faire évoluer. La version de base, il n'y avait pas les mêmes amortisseurs, voire pas d'amortisseurs du tout. Il y avait juste des petites ressorts. C'est ça. Il s'appelait le Rabbit Junior. Après, il y avait le Rabbit Expert qui avait des amortisseurs, puis le Rabbit Compétition qui avait encore des équipements supplémentaires. Par contre, le look, il faut s'accrocher. Alors, c'est particulier. C'est bien que tu me dises ça parce que le peintre, il a beaucoup souffert. Je lui ai dit, tu me fais la carrosserie, il me dit pas de problème. Et quand il a vu la gueule de la carrosserie... Oui, elle a énormément de forme. Il m'a dit, après coup, j'aurais dit non. Voilà. Il a réussi. Il a réussi. Non, mais c'est la forme globale de la carrosserie de la part de MRC. Le design est étrange. Ils ont voulu faire une Formule 1 tout-terrain. En fait, c'est un peu ça, oui. Alors, est-ce qu'à l'époque, il existait des buggy, peut-être comme ça, des compétitions de France de buggy bizarroïdes, qui pour l'époque n'étaient pas bizarroïdes, puisqu'ils venaient de le faire. C'est vrai. C'est vrai, hein. Oui. Parce que les gens, tu montres les choses récentes aux anciens, ils vont te dire c'est bizarre ton truc. Allez, parle-nous-en du coup. Pour 1984, là, on passe sur une carrosserie, on n'est plus sur une cage. C'était déjà en Lexan à l'époque? Enfin, Macrolon ou n'importe. Je pense que c'était moulé à mon avis. C'était pas du PVC, c'est ça que je veux dire, d'origine. Peut-être que la première version, c'était quand même du PVC. À confirmer aussi dans les commentaires si quelqu'un a la réponse à ça. On va peut-être aussi, une fois contacter Merci leur demander. Donc ça, c'est une reproduction qui a été peinte. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Donc on a vu les différentes versions au niveau de leurs appellations. On a un super pare-choc à l'avant, ça c'est très agréable. Tu mouse, tu peux plus. Non, là, c'est quand même assez... efficace. Ça le fait. Ça absorbe, ça fonctionne. On a un pare-choc à l'arrière aussi. Qui a été fait en espèce de genre mini aileron arrière. Voilà. Au niveau du châssis, on est toujours sur la même conception de châssis plat, non fraisé. Ça, c'était vraiment du classique à l'époque. Alors à l'époque, est-ce que c'est parce que c'était trop cher de fraiser ou ils n'avaient pas encore de vis fraisées? À mon avis, c'était du coup, je pense. Je pense, probablement. Oui, ils n'avaient peut-être même pas le besoin, en fait. Ils exprimaient peut-être pas le besoin de faire lisse. Pourquoi ils se posaient pas la question. Oui, sur du allez, ça suffit, c'est du loisir. Allez, Alors, autrement là-dessus, on est toujours sur du thermique 3,5. Le réservoir, je suppose que c'est la même contenance, mais pas de plus, probablement. Bon, après, le fraisage, tu me diras, ça faisait aussi une grosse différence de coût. Puisque du coup, à l'époque... il y a du travail pour le faire quand même. C'était pas un coup de machine ultime, quoi. Vu que c'était pour le loisir, les mecs ils auraient dû le faire à la main. Ou ils auraient dû envoyer la plaque à quelqu'un qui le fait en usine. C'est peut-être ça aussi qui compliquait la chose. Alors on est sur une construction à double platine, un peu comme le Deville de Montua. Qui revient à la mode ces derniers temps. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est un châssis complet. Donc il est fixé sur la cellule avant et la cellule arrière. Donc on a vraiment une... maintenant, tu vois, comme sur la Obo Hyper VT2, tu as une barre en carbone de devant jusqu'à derrière. Enfin, une plaque carrément, c'est ça, c'est ça. Ça te laisse un accès gauche-droite, mais on revient bien sur double platine en fait. Ou des barres à gogo, quoi. Ici, on est sur la version Rabbit Compétition, puisqu'on a les amortisseurs plus les barres stab avant-arrière, qui étaient présentes que sur cette version-là. Entièrement transparent. Donc les amortisseurs très très beaux pour l'époque. Pas bien purgé, Jean-Luc, pas bien purgé. Excuse-moi. Pourtant, t'es un purgeur là. Oui, il est présent, c'est vrai. Il est présent. On a un démontage super rapide aussi des amortos. Alors là, il faut dire que c'est dingue, les goupilles. C'est vrai que de nos jours, avec les performances qu'on a, on s'interroge, mais à l'époque, c'est vrai que ça marchait déjà bien quand même. Mais tu avais une bonne vitesse de pointe. Exact. Mais c'est vrai que tu ne sais pas ce que tu fais maintenant avec la voiture. Tu roulais sur un circuit plat, quelques trous, quelques bosses. Tu avais des pneus qui n'étaient pas performants comme maintenant. C'est ça. Donc tu glissais beaucoup quand même finalement. Tu n'avais pas une reprise de malade, donc voilà, ça tenait large. Les jantes refaites en 3D. Aussi. Donc, comme souvent, elles prennent des chocs et c'est très difficile d'en trouver des neuves. Donc le dessin est strictement identique. Et donc les roulements sont dans la fusée, dans le porte-fusée. Sont là-dedans, effectivement, À l'ancienne, et c'est tout l'axe qui tourne dedans. Voilà. Donc on est sur une conception assez simple et classique au niveau de la direction. On a le sauve-cerveau, tout simplement. Et puis voilà, il y a un renvoi d'angle.
avec le cerveau monté à l'envers. Donc là, on retrouve un petit peu aussi c'est de là qu'Arma a son problème de cerveau à l'envers. Voilà. Il voulait faire à l'ancienne. Peut-être. Il voulait faire à l'ancienne. Mais même l'échappement, la fabrication de l'échappement, c'est vraiment, tu vois, c'est un tube, et ils ont mis un capuchon en bout, et voilà. Et terminé. Ceux-là, ils étaient déjà beaucoup plus poussés quand même. Attention, il n'était pas livré avec sur le SG, mais on avait le choix de différents. Oui, mais même l'autre là-bas, tu vois, ils ont déjà des échappements qui ont été assemblés, soudés, alors qu'eux, ils sont restés sur un vieux cylindre avec un minimum de boulot, quoi. Quoique ça, c'est... Si, oui, ils sortent là, sur une pièce comme ça. Voilà. Ouais. Et puis ça, c'est très, très spécifique à ce modèle-là. Voilà. Ouais, là, il y avait beaucoup de pertes de patates quand même, je pense. Hein. Un truc à 90 degrés comme ça, niveau puissance, à moins qu'ils aient coulé à l'intérieur, mais... Ça restait un modèle loisir. À l'époque, c'était pas tellement recherché, ça aussi. C'est vrai qu'après, ils ont quand même cherché plus loin sur les... Oui. Sur les trucs, hein. Donc pas de boîtier radio non plus. Ça, je l'ai rajouté moi-même, c'était pas d'origine. On a donc le cerveau tringlerie, là c'est également très simple, très basique, accélération. Et le frein, comme sur le Mantua de Ville, on freine directement la couronne dessus. Mais par contre, cette fois-ci, il n'y a même pas de ferrite sur la couronne, c'est sur le plastique directement. Ça sert le plastique. Ah ouais, c'est fait pour pas freiner, quoi. Tu bouffes ta couronne en freinant. Oui. Ah, c'est dingue. Ouais. Il n'y a rien dessus. Et puis en plus, après, parce qu'une fois qu'elle est bouffée, pour la changer, vas-y, quoi. Il faut démonter toute la platine. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon, après, le plastique a peut-être quand même une bonne autonomie de tenue. Peut-être. Après, en 2 roues motrices, c'est vrai que tu freines peut-être pas spécialement fort non plus. Bon, ce modèle était disponible effectivement en 2 roues motrices, en 4 roues motrices ou en traction aussi. Ouais, parce que je vois juste, il y a la place, quoi. Il y a la place voilà, absolument. Oui, c'est sûr, après, du coup, tu peux faire. Là, on est sur la version 2 roues motrices, il y avait aussi le 4x4 qui existe. Ouais. Et les différentiels sont, du coup, c'est pareil, couronne satellite ou pignon couronne satellite. Ouais, couronne satellite, ouais. Et donc au centre, tu pouvais mettre une option en 4x4 ? Oui, c'était possible. Ouais. Donc là, il est juste bloqué en fait. Non, en fait, là, c'est un boîtier vide. Ouais. C'est un faux diff, en fait. Il y a juste le boîtier du diff, mais tout est vide dedans. Donc, ça veut dire que là, on ne pourrait même pas rouler, en fait, si on voulait. Si tu n'as pas mis les éléments dedans, le cardan arrière, il n'est pas entraîné. Si tu n'as pas mis de blocage, si, normalement, là, ça entraîne. Donc, oui, il y a forcément bloqué avec les trucs. Voilà. Quelque part, c'est bloqué, effectivement, tu as raison. Sinon, tu irais nulle part. Je suis allé un peu trop vite, là, le réservoir, bon, là, c'est du classique. C'est quoi la boîte bleue là-dessous, chef ? La boîte bleue. Là, derrière l'interrupteur on-off. C'est la batterie. Mais c'est une lipo, ça ? Oui, elle n'est pas d'origine. Mais c'est pas d'époque, ça, c'est pas d'origine. Non, ça, c'est pas d'origine du tout. Mais si elle roule pas, pourquoi tu mets une lipo dedans ? Je l'avais chez moi, je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, tiens, elle irait bien là. Mais il faut la sortir, il faut la faire rouler une mini-voiture. Ça, c'est... Tu peux faire rouler un petit avion avec ça. Écoute, on va l'allumer, puis on va partir avec. Elle avait la bonne taille, donc voilà. Pour le symbolique du truc. Hein. Mais des boîtiers en pile, tu en as encore assez des boîtiers à pile Parce que sinon, de temps en temps, on récupère, je te les envoie. Moi, je crois que j'en ai plus là, j'ai dû utiliser le dernier. Tu peux penser avant de partir. Ouais, éventuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Rabbit de MRC. Tu mettras aussi un commentaire sur ta propre vidéo, comme ça les gens qui veulent te joindre peuvent te joindre sur le commentaire. Bien sûr. Ceux qui ont des trucs qui traînent ou. Mais complètement, oui, bien sûr. S'il y a une pièce qui me manque quelque part, quelqu'un qui ne l'utilise pas, voilà, plutôt que de la jeter. Une moitié avant, une moitié arrière. Voilà, un morceau quelconque. Donc tous les véhicules ancestraux. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Non, ça va, c'est pas si vieux que ça, 1980 quand même. 84, ça va. Ça va, 45 ans. C'est pas encore 100 ans. Ça va venir forcément, on va attendre et puis on va y arriver. Hein. Et je vois juste aussi, t'as aucun pneu qui est craquelé. Non, ils sont d'origine. Alors, c'était pas ceux qui étaient livrés avec le véhicule, mais ils sont de cette époque-là. C'était une option qu'on pouvait mettre dessus. Mais du coup, toi, tu as un traitement, quelque chose pour le caoutchouc, pour pas que ça pourrisse, une astuce
Non, une pas formule là-dessus. magique Non, citron, non, orange, non. non, Je mets de l'éclat plastique tableau de bord, Ok. ça les fait briller, Ouais, et puis je laisse comme ça. ouais, c'est ça. Après, ils sont nettoyés, et Mm. voilà, je laisse. Le tout, c'est d'en trouver qui sont en bon état, ceux-là étaient neufs. Oui. Voilà. Donc, ils ont 40 ans, ils ont l'âge du véhicule. Ouais. C'est comme ceux-là, hein, ils ont 40 ans, mais ils n'ont pas Ah, ils n'ont tourné. pas bougé, c'est fou. Non, ils n'ont pas Parce que tourné. d'habitude, quand je vois des vieux véhicules comme ça, les pneus, ils sont. Ceux-là à sont l'agonie. pareils, hein, Ouais. ils ont l'âge du véhicule. Hein, Ouais. Bon, après, oui, c'est vrai que conservé dans les bonnes conditions, puis comme c'est du vrai caoutchouc encore. Parfois, ça reste dans le sachet, dans la boîte, à Oui. l'ombre. Le sachet, j'ai vu, c'est pas forcément mieux. J'ai vu souvent des pneus comme ça, un peu plus anciens. Du coup, le plastique du sachet, il s'est dégradé, puis c'est collé sur le pneu, et puis après, c'est Mimi, c'est Rara, voilà quoi. C'est clair que ça peut arriver, oui. Et donc là, maintenant, on en a Alors un. là, on a Alors l'engin. Ça, oui, c'est une sauterelle. Ça, c'est autre chose. Deux roues motrices aussi. Je vais le mettre par là. Hop. Voilà. Et là, alors là, celle-là, niveau technique aussi, c'est pas triste. Non, là, il y a deux, trois choses à dire quand même. On a quand même des choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des amortisseurs hyper longs, on a du gros débattement de suspension par rapport à tous les autres qui ont un débattement rikiki, en fait, si tu regardes. Alors celui-là, il a quand même du gros débattement parce que l'amorto est couché, donc il avance moins vite que, tu vois, si tu descends l'engin de 2 cm, il va peut-être faire 5 mm. Oui. Mais là, on a des amortos énormes déjà. On a une garde-sol de malade. Alors là-dessus, on est sur le modèle de la marque Sicom de 1982. Pas du tout, tu vois, zéro. Et... Jamais entendu parler. Ah ouais? Non. Bon, bah ça me fait plaisir que je t'apporte un truc. Ouais. Donc le Sicom, c'est une marque française qui a de toute sa durée de vie, n'a sorti que 2 modèles. Ouais. C'est le Macho qui est ici et le Magnum Force. Ouais. Magnum Force, ça ressemble beaucoup plus à la Kyosho MP. Ils ont fait un bon... c'est une autre philosophie. Ouais. Et là, c'était le premier modèle de la gamme, donc le Macho. Ouais. Et ensuite, la société Sicom a disparu. Ouais. Double bras de suspension avant, en plastique. Enfin, ça, c'est carrément de l'ABS ou du PVC, quelque chose d'usiné. Hein. C'est... Ce genre-là, sur un axe de Maboule, ça, c'est du M8, les gars. Ça risquait pas de plier. Ah, là, on est sur du gros. Hein. Ça risquait pas de plier. Hein. Ouais. La direction, on est sur du classique, avec une biellette réglable. Regarde, la longueur de la biellette, elle a un espèce de morceau de domino, en fait, et tu as les 2 tiges qui passent dedans, et tu fais ton réglage ici. Même si tu pouvais quand même régler la vue, tu as un filetage ici. Ça, je pense que c'était juste pour le maintien, et tu fais ton réglage de biellette là-dessus. On a une direction aussi avec un sauve-cerveau, qui a un ressort là-bas réglable. En plus, on a un écran en dessous de 17 pour le réglage. Et le plus fou, alors ça, oui, ça c'est... On a par côté une chaîne de transmission dans un carter fermé qui est le bras de suspension. Complètement dingo. On va enlever la carrosserie de toute façon. Ouais. Aussi, comme beaucoup de modèles de l'époque, hein, les tringles pour protéger, en fait, c'est vrai que c'est pour prendre de pète sur la carrosserie ou le moteur, hein, tout simplement. Et du coup, ça c'est encore la carotte d'origine. Ça, je pense. D'origine, absolument. Elle est d'origine. T'es peut-être encore le seul à l'avoir aussi. Il ne doit pas encore rester beaucoup, hein, surtout dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la direction sur son renvoi avec son petit cerveau, tranquille. Système de fixation à l'époque, bah, voilà, pas compliqué. Hein. Rudimentaire, on retrouve le système ESG Léopard. Hein, c'est pareil. Ouais. Bah, c'est pas mal, c'est vite démonté. Et c'est souple, ça prend pas les coups. En plus, on a un amortissement naturel. Ouais. Réservoir bien posé au milieu, moteur bien posé au milieu. Donc moteur 3.5, vraiment sur l'arrière. Et comment il fait? Donc après, ils ont une couronne ici, enfin pignon, sur couronne principale, elle est de ce côté. Du coup, en plastique. Et avec la suspension qui est indépendante. Chaque côté peut fonctionner à part, hein, les gars. Tu peux enfoncer chaque roue à part, regarde. Puisque ça bouge ici au niveau de la transmission elle-même, regarde ça. Ouais. C'est même pas l'axe qui bouge, hein. Rien du tout. Et toutes les tringles, t'as vu, ils ont les espèces de petits dominos là pour le réglage. En longueur. C'est rigolo. Donc ce véhicule, il est presque à l'état de prototype, on va dire. Hein. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'était le premier modèle du fabricant, avant le Magnum Force. Après, il n'y en a pas eu après, donc là c'était vraiment un essai complet, personnel. De la petite courgette à l'arrière. Voilà. Ouais. Bon, par contre, à l'époque, je pense qu'ils utilisaient un Serflex et pas un Villeland. Oui. Ouais.
grillé. Et oui, c'est sûr, après ça aussi, c'est pas pratique. Quand t'étais, ça devait taper quand même. Ça devait être un peu juste, ouais. Pourtant, ils sont pas usés, hein. Ça c'est d'origine. Hein. Ouais. Et le châssis, les gars, c'était déjà embouti. Oui, complètement. Ça vient de ressortir sur les derniers châssis chez Fafi. Les Arma V5 Creton et le Traxxas Sledge ont des châssis emboutis maintenant. Ça augmente la rigidité à mort, hein, en fait. Hein. Donc déjà, il est plié sur les côtés. Déjà, et en plus, il est embouti. Donc celui-là, ça, c'est un châssis, il ne bougera pas. Hein. Et en fait, après, c'était une baignoire qu'ils ont repliée pour faire la suspension avant et découper ce qu'ils n'ont pas eu besoin, en fait. C'est tout du travail d'emboutissage et de pliage. Pare-choc avant n'existait pas dans la gamme, il a été fait en 3D, tout simplement. Oui, c'est sûr. Voilà. Ça n'existait pas. Eux, ils n'avaient rien. Non, c'était juste, il y avait le châssis devant, c'est tout. Ouais. Bon, après, ils étaient hauts. Ils avaient prévu pour les trottoirs à l'époque. C'est un buggy de piste, un 4x4 buggy piste. Ouais, le 4-2. Mais c'est marrant, tu vois. Et les jantes encore d'origine aussi? Celles-là, elles sont d'origine. C'est pas des reproductions, elles sont d'époque. Ouais. Ah, sacré. Regarde le départ de fou. C'est beau le offset quand même. Ah là, ça donne quelque chose. Hein. Oui, parce que là, en fait, c'est vrai que sur les buggy modernes, maintenant, tu as des bras de suspension très longs et des roues qui ont 0 offset, parce que ça te permet un grand débattement et en fait d'avoir posé le poids du véhicule loin du véhicule, parce que plus tu es large, plus tu es stable. Mais quand tu as un bras tiré comme ça n'a pas d'importance. En fait. Ça sert à rien, donc tu peux mettre la jante que tu veux, tu n'es pas obligé d'élargir au niveau de la suspension, alors la suspension à 15 km et une roue qui n'a pas de place. Et le niveau du freinage aussi, pareil. Alors le freinage ici, donc on a l'accélérateur d'un côté et le freinage, on a uniquement un petit disque en époxy là, qui est directement sur l'axe. Hein. Mais il est pincé. Non, il n'est pas pincé non plus, il est juste poussé en fait. Il est coincé entre son emporte-pièce et oui, c'est ça, une plaquette. c'est ça. T'as pas deux plaquettes qui pincent. Non, pas là. Juste voilà, on freine en poussant une plaquette. Mais ça c'est dingue, hein. Quand tu vois le train avant, c'est intordable. Truc de maboule quoi, carrément la tige filetée de 8 quoi, qui passe dans le truc. C'est énorme, hein. Le diamètre de ça c'est... Ouais. Bah, ils vont y revenir s'ils continuent. C'est bien possible. Ouais. Donc on a quand même une grande fragilité de l'arceau dessus, donc si on se renverse c'était quand même un peu léger. Ouais. Mais bon. Bon, encore ça va, je dirais qu'il est quand même plus solide que l'autre là-bas. Hein. Alors ici en option on pouvait surtout avoir... Et puis contrairement à l'autre, il est relié au châssis. Hein. Mine de rien. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais par contre, c'est de l'alu. C'est de l'alu, c'est pas de la ferraille. Okay. Ouais. Il y avait une recherche de poids pour la compétition. Ouais, quand même. Ouais. Et ça, donc, tous de la même époque. 82, tous les autres 84. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Tu vois que c'est sûr que face à ça, après, ils étaient foutus. Hein. Surtout l'autre là-bas. Sûrement, je pense que quand celui-là est sorti, il a jeté un pavé dans la main. Je pense qu'au niveau des réglages, de la conception, on avait franchi un cap. Ouais, c'est clair. Même le look, hein, là, tu vois, tu es quand même sur un truc basique, plié. Après, ça, c'était fabriqué chez nous. Donc ça, je pense que c'était des petites séries faites à la main. C'était pratiquement fait à la main. Oui, on ne sait même pas si c'était plusieurs dans la boîte en fait à faire. J'ai pas l'historique de la boîte complète, mais en tout cas c'était français, ça a duré que quelques années et ils faisaient ça à la demande vraiment dans un garage. Oui, c'est ça. La conception, c'était Apple au début. Quoi. Oui, c'est ça. Mais FG a commencé comme ça aussi au début en fait. Hein. La Autobacher aussi. C'est c'est des gens qui travaillent en usinage. Leur temps libre après ils fabriquaient des voitures. On le voit ça d'ailleurs. Ça fait vraiment artisanal. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il y a juste certaines pièces qu'ils avaient achetées ou qui ont dû faire. Enfin, je sais pas, ils ont peut-être fait usiner des plastiques aussi. Et tu as différents points d'ancrage pour changer la hauteur. Oui. De ta suspension, c'est la chape qui change la hauteur en fait. C'est funky. Et c'est déjà bain d'huile ça ou c'est juste des ressorts? Là, il y a bain d'huile dedans. Il y a bain d'huile. Déjà amortisseur. Voilà. Alors, Obitech, pourquoi tu nous as fait un Funtech DTX avec des ressorts alors qu'en 1980, ils tous faisaient des amarteaux? Certainement moins cher. Pas un seul qui est sur ressort là. Oui. Bon, les kikis, on va vous laisser. Voilà pour tout ceci. Ouais. Je te remercie, Jean-Luc. Ça m'a fait grand plaisir de faire découvrir à tout le monde quelques modèles historiques emblématiques de l'époque. Quand même, le petit français, hein. Cocorico. Oui, absolument. C'est pour ça que tu as mis le logo Obitech sur l'aileron là. C'est ça? Je pense qu'il le verrait. Je l'avais pas vu. Alors voilà donc le modèle. Raté.
D'ailleurs, c'est même pas les deux mêmes têtes de vis là. Ouais, bon, allez, si on cherche tout ça, on va peut-être trouver un truc. Hein. Mais je te donnerai les. Oui, d'accord. Surflex pour les chapeaux. Ouais, parfait. Super. Ce sera plus de l'époque. Pour tous ceux qui ont des infos supplémentaires et complémentaires, donc je pense par exemple à Léopard 68, Monsieur Serge, cite-les s'il te plaît, parce que toi, MRC, toutes ces choses-là de l'époque, normalement tu étais déjà dans le bain. Tous ceux qui ont des choses à ajouter, tous ceux qui ont du matériel peut-être qui traînent chez eux, ou chez papy, mamie ou n'importe quoi, ou le papa quand il était gamin, et qui ne savent pas quoi en faire, et ça pourrit dans un coin. Jean-Luc sera dans les commentaires, et donc le pseudo YouTube c'est c'est comment? C'est Jean-Luc 99, je crois. Ok. Voilà. Donc il sera dans les commentaires, sinon tu diras c'est moi. Ouais. Comme ça, vous pourrez le joindre directement dans les commentaires et après vous ferez vos petites affaires à part. Cela ne me regarde pas. Très bien. Et vous, les studios. Selon la formule consacrée. Ouais, c'est ça. On va tester quand même.